Je vous propose maintenant de passer au focus consacré cette semaine au dispositif de protection aérienne et à la lutte anti-drone sur le territoire national. La question de la défense aérienne est plus que jamais d'actualité. Les récentes violations de l'espace aérien de pays alliés, mais aussi les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, mettent en évidence la gravité et la diversité des menaces qui s'exercent dans l'espace aérien. Ces évolutions soulignent la nécessité d'assurer une protection renforcée de notre territoire contre les menaces aériennes, qui sont toujours plus variées, et elles exigent de notre part non seulement une vigilance accrue, mais aussi une constante capacité d'anticipation et une grande réactivité. Face à ces défis, nos armées se préparent depuis des années et disposent d'une expérience opérationnelle solide. Et cette préparation de tous les instants s'accompagne également d'un effort soutenu d'innovation et d'adaptation capacitaire. Enfin, la protection de l'espace aérien, c'est aussi une question d'organisation, de coordination et de coopération. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au général Poncet. Général, c'est à vous. Bien, bonjour à tous et merci Madame la déléguée de me donner l'opportunité d'intervenir sur ce sujet de la défense aérienne de notre territoire. C'est un sujet qui est porté par l'armée de l'air et de l'espace et en particulier par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes auxquelles j'appartiens et au sein duquel j'assume les fonctions de chef d'état-major. Alors tout d'abord, une défense aérienne de notre territoire, pourquoi faire ? Bien sûr, ça nous amène à nous intéresser aux menaces, aux situations particulières qui nécessitent la mise en place de nos dispositifs de défense aérienne. Les menaces potentielles sur nos espaces aériens, aujourd'hui, elles sont multiples. Et je dirais, elles s'adressent à toutes les couches de l'atmosphère, donc des plus basses aux plus hautes. Donc on parle là des drones tout en bas, je dirais, des mini-drones, et elles vont jusqu'aux objets de la très haute altitude. Ces menaces, elles peuvent avoir une nature variée également, de menaces militaires, menaces civiles, menaces terroristes, action d'un kidam ou action d'un contestataire par la voie de la troisième dimension. Et puis aussi, quand on parle de défense aérienne, on parle aussi de situations pour lesquelles on est amené à relever un certain nombre d'infractions aux règles de l'air, voire, tout en bas de l'échelle, je dirais, mais non moins important, des situations d'assistance, des situations d'appareils en détresse, des situations d'assistance en vol. Et toutes les dispositions que nous avons en place aujourd'hui, au quotidien, nous permettent de faire face à l'ensemble de ces situations. Alors, pour ces situations, l'enjeu, finalement, est assez historique. C'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est ni plus ni moins que la souveraineté de la France. C'est la souveraineté de notre territoire dans la troisième dimension. La souveraineté de notre espace aérien national. On doit savoir en permanence qu'est-ce qui s'y passe, qui s'y trouve, et pouvoir agir si la situation l'exige. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, c'est aujourd'hui une posture. C'est la posture permanente de sûreté aérienne, on appelle ça. C'est une des deux postures permanentes, une des deux missions permanentes de l'armée de l'air de l'espace, avec, vous le savez, celle de la dissuasion. Et ça, finalement, cette défense aérienne, c'est 80 ans d'histoire. On a fêté d'ailleurs aujourd'hui, cette année, les 80 ans de cette défense aérienne, puisque cette défense aérienne, elle s'est structurée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, c'est un dispositif 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui mobilise 450 aviateurs pour assurer cette défense. On s'appuie sur du renseignement en amont, on s'appuie sur un réseau souverain de détection avec un maillage de radars, plus de 70 radars, des centres de détection et de contrôle auxquels aboutissent toutes ces informations radars. On s'appuie sur un certain nombre d'avions et d'hélicoptères qui sont en alerte permanente, en mesure de réagir en quelques minutes, je dirais, à une situation particulière qui l'exigerait, comme je vous l'ai dit, de l'assistance aux mesures de contraintes les plus importantes. Donc ça veut dire que en France, ici, vous le voyez, hein, schématiquement, dans les 4 quarts de l'Hexagone, en quelques minutes, on est capable d'intervenir avec notre situation principale, je dirais, c'est 4 plots chasseurs et 3 plots hélicoptères. Donc ça, il faut en être convaincu. H24, à l'heure où on se parle, on est en mesure d'intervenir dans notre espace aérien national très, très, très rapidement pour faire toutes ces mesures. On a un certain nombre de moyens d'appui aussi et de soutien qui nous permettent de durer
d'allonger notre détection radar avec des AWACS en alerte, avec des avions ravitailleurs en alerte aussi pour nos chasseurs. Ça, c'est très important aussi pour ce que je vais vous expliquer par la suite. Et puis tout ça, ça n'a de sens que si tout est coordonné et commandé dans un centre unique, par une autorité unique en l'occurrence, qui se trouve à Lyon-Montverdun. C'est le centre air de conduite et le centre air de préparation et de conduite des opérations aériennes et de la défense aérienne, le Cap CODA. Alors, c'est une mission qui est profondément, c'est une mission qu'on ne fait pas seule, c'est une mission qui est profondément interministérielle. Le renseignement, je vous le citais, on se nourrit du renseignement de la DGAC, on se nourrit du renseignement des douanes, on se nourrit du renseignement des forces de sécurité de l'intérieur. Donc on a des connexions permanentes pour pouvoir évaluer la situation par rapport à un aéronef particulier avec tous ces réseaux de renseignement. Ça, c'est le premier point. Et dans l'action également, eh bien, on est très interministériel. On peut, les mesures de contrainte qu'on peut débuter en vol, on peut les poursuivre au sol et les transmettre aux forces de gendarmerie quand on a raison d'un avion pour interpeller le pilote au sol. C'est très interarmé aussi, puisque la contribution des autres armées à ce dispositif, elle est tout à fait prévue et elle est mise en œuvre très, très régulièrement. Bâtiments de la Marine nationale pour leurs moyens de détection radar ou leurs moyens de défense solaire, moyens de l'armée de terre pour aussi leurs moyens de défense solaire légers et aussi leurs radars, typiquement. Donc, encore une fois, c'est une manœuvre qu'on coordonne, mais qu'on ne réalise pas seul. Et puis, on ne réalise pas seul à un point où il y a une coopération internationale qui est très, très importante. Et ça nous permet d'anticiper, ça nous permet de voir loin. Nous sommes connectés avec l'image radar de l'OTAN. Nous avons en permanence, à Lyon, le site que je vous citais, l'aperçu radar de toutes les détections de l'OTAN. Donc ça nous permet d'anticiper, d'orienter nos actions. Et puis on a même, de manière bilatérale, avec tous les pays qui nous entourent, des protocoles d'échange de données et des protocoles de poursuite de mesures dans les pays mutuels. Donc encore une fois, c'est vraiment une mission qui a une dimension très, très, très importante et qui est permanente. La particularité également, vous le voyez ici, c'est la chaîne d'engagement de cette mission. En temps de paix, elle établit un lien direct entre le Premier ministre et une personne qui s'appelle la Haute Autorité de Défense Aérienne, la HADA. C'est une personne qui est relevée tous les jours à Lyon-Montverdun et qui est là au nom du Premier ministre pour appliquer, qui a un certain nombre de délégations pour appliquer toutes les mesures dans notre espace aérien national et qui en réfère au Premier ministre si nécessaire, voire qui prend la décision du Premier ministre pour les mesures les plus ultimes de contrainte ou autres. D'accord ? Donc ça, il faut être convaincu également. En permanence, nous sommes connectés avec le cabinet du Premier ministre et voire avec le Premier ministre, si la situation l'exige, pour ces décisions-là à prendre en temps de paix. Et puis, on a aussi une situation particulière, toujours dans le régime de la défense aérienne, qui nous impose de réaliser des bulles de sûreté aérienne dans la troisième dimension lors d'événements particuliers. Alors, vous les connaissez, ce sont le 11 novembre, c'est le 14 juillet, c'est le salon aéronautique et de l'espace au Bourget, c'est les sommets particuliers, bientôt, l'an prochain, ça sera le G7, etc., etc. Ça, on réalise ça très régulièrement, une quinzaine de fois par an. On met en place, sur demande du Premier ministre, des bulles de sûreté aérienne, comme vous le voyez ici, qui nous permettent, de rapprocher les moyens de la zone d'action et d'intervenir très, très rapidement, et d'accélérer aussi la boucle de coordination avec les autorités sol et les autorités interministérielles. S'il y a une situation particulière qui menace l'événement que je protège, que nous protégeons, que l'armée de l'espace protège, on en réfère immédiatement, on est placé au plus près des autorités préfectorales pour que les mesures dans la deuxième dimension soient prises, et vice-versa. S'il y a un événement au sol, on en informe la partie aérienne et on prend les mesures, on adapte notre dispositif s'il le faut. Alors vous avez là l'image, effectivement, et bien l'illustration que vous avez bien sûr tous vue de la bulle et du DPSA que nous avons réalisé pendant 2 mois lors des Jeux olympiques paralympiques de Paris. Avec là, vous avez la situation le soir de la cérémonie d'ouverture où pendant 6 heures, on a fermé l'espace aérien français et on a protégé de toute intrusion sur un rayon de plus de 100 km autour de Paris. Donc ça, encore une fois, c'est l'illustration dans le temps, dans l'espace et encore une fois, dans la coopération que je vous cite de ces DPSA, puisqu'on avait aussi des alliés, typiquement pour la lutte anti-drone, j'y viendrai tout à l'heure, mais des contributions étrangères. Voilà pour ce cadre général. Maintenant, quand on applique ça à la lutte anti-drone, qu'est-ce que ça donne ?
Eh bien, quand on applique ça à la lutte anti-drone, on fait ni plus ni moins rien d'autre que la même chose dans le concept que quand on l'applique à des aéronefs habités. Principalement, c'est quoi? C'est la mise en œuvre d'un quadriptyque: détection, identification, classification, engagement, in fine. Je détaillerai un petit peu tout ça tout à l'heure pour ce qui est de la lutte anti-drone. Alors aujourd'hui, notre dispositif qui est en place, et j'y viens, nos dispositions en termes de lutte anti-drone, quelles sont-elles? Il faut ici vraiment prendre conscience d'une chose, c'est que l'écosystème du drone, il était très vaste. Donc quand on parle de lutte anti-drone, on parle de plusieurs choses. On parle de gros drones, voire de très gros drones, d'engins qui sont de la taille d'un avion, qui sont capables d'évoluer aux altitudes d'un avion. Et puis on va bien sûr vers ceux que tout le monde a en tête, les mini-drones et les micro-drones. Pour ce qui s'agissant des gros drones, ce sont des drones qui principalement mettent en œuvre, alors bien sûr je vais vous en citer, hein, vous l'avez tous en tête aussi, les Shahed 136, leurs dérivés Goran et autres, pour vous fixer une idée, hein, des drones de quelques mètres d'envergure qui s'assimilent là encore à des objets volants type avion. Eh bien, ce sont des matériels qui nécessitent quand même des savoir-faire plutôt étatiques principalement ou assimilés. Et ce sont des moyens qui sont pris ce sont des menaces qui sont pris en compte par le dispositif permanent de sûreté aérienne que je viens de vous citer. Ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui? Comme pour tout vol habité, aujourd'hui, un Rafale est capable de décoller avec quelques minutes de préavis, ou un hélicoptère pour aller abattre ce type de drone, de la même manière qu'il pourrait le faire pour un aéronef menaçant. C'est ceci dont il faut bien être persuadé aujourd'hui. S'agissant des petits drones, en revanche, la situation est un petit peu plus particulière si on parle des responsabilités. Il faut savoir que chaque ministère est aujourd'hui responsable de la protection de ces sites sensibles. Les sites sensibles, ils sont de plusieurs natures, et vous le savez, nous avons des aéroports civils, il y a des prisons, il y a des sites de production d'énergie, il y a des sites industriels sensibles, il y a des villes. Ça veut dire que l'armée de l'air n'est pas responsable de la primo-intervention sur ces sites-là. C'est la responsabilité des ministères de tutelle de réaliser cette primo-intervention. Cependant, l'armée de l'air reste bien sûr au cœur de ce dispositif, puisque l'armée de l'air est prévenue instantanément de tous ces événements-là, et elle est en mesure d'intervenir si la situation l'exige en relais pour venir protéger, mettre fin à une situation, d'accord, ça demande de la coordination, et en quelques heures aussi, monter une bulle de protection du type de celle que je vous signalais, axée sur la lutte anti-drone. Donc, c'est quelque chose de vraiment très important à connaître aujourd'hui. Typiquement, je vous redonne un autre exemple, la ville de Paris, elle est sous la responsabilité de la préfecture de police de Paris en matière de lutte anti-drone. Bien sûr, dès qu'il s'y passe quelque chose, nous sommes informés, mais la primo-intervention, ce sont les forces de sécurité intérieure qui le réalisent sous le contrôle de la préfecture de police de Paris pour ces petits drones. Et puis, on a aussi donc le cas, je vous citais les dispositifs particuliers de sûreté aérienne, les Jeux Olympiques et autres. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que la responsabilité change de main. C'est l'armée de l'air et de l'espace qui reprend la main. C'est l'armée de l'air et de l'espace qui coordonne tous les moyens interalliés, interarmés, interministériels qui sont mis à disposition. C'est l'armée de l'air et de l'espace qui construit ces dispositifs. Et c'est l'armée de l'air et de l'espace qui les pilote et qui les conduit en temps réel et dans la durée, avec ces mesures de coordination que je vous indiquais, avec les autorités civiles. Ça, c'est très important. Et on a bien évidemment, vous l'imaginez, profité et vraiment une montée très haut en gamme pendant les Jeux Olympiques de Paris, puisqu'on a assuré cette protection, comme je l'indiquais, pendant 2 mois, avec des résultats très intéressants au niveau interministériel. Je vous parlais tout à l'heure du quadriptyque détection, identification, classification et intervention. Je le détaille un petit peu ici, là, s'agissant des drones, parce que c'est quand même 4 challenges qui sont cumulés. C'est déjà 4 challenges pour des aéronefs habités, pour des petits drones. C'est quand même assez compliqué. Sur la détection, on fait face à un problème, à un sujet sur la taille des drones. Un drone, a fortiori, c'est quand même un petit peu plus petit qu'un avion. Donc ça nécessite des moyens un petit peu dédiés ou des calibrations de moyens particuliers. C'est rarement métallique, donc c'est des matériaux qu'on ne va pas forcément facilement détecter au radar. On a des questions d'environnement, hein, un environnement urbain
y a beaucoup de fouillis et il faut trouver les drones là-dedans. Des questions de vitesse, ça peut voler doucement, des questions d'altitude, ça peut voler très bas, de météo, de jour, nuit. Donc tous ces challenges qu'on retrouve, on les retrouve de manière exacerbée en matière de lutte anti-drone. Ceci étant, l'armée de l'air et de l'espace, mais les armées au sens plus large, sont dotées aujourd'hui de moyens qui permettent de faire face à ces soucis de détection. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont les systèmes dont vous avez entendu parler, Milad, Parade, Basalt, qui sont globalement tous les types de systèmes qui associent de la détection radar, de la goniométrie, c'est un petit peu technique, et puis des caméras pour de la détection optique. Donc aujourd'hui, c'est ce dont on dispose, c'est ce qu'on met en œuvre lors des DPSA, c'est ce qui protège nos sites les plus sensibles. Et j'insiste là-dessus, pas uniquement face à des moyens collaboratifs, pas uniquement face à des drones du commerce qui émettent un signal que tout le monde peut repérer, en tout cas que des équipements dont nous sommes aussi dotés permettent de repérer. Et ça, c'est très important. Il faut rester souverain, comme en défense aérienne classique, je dirais, il faut rester souverain face aux drones. Identification, autre challenge. Là, je suis obligé de vous dire qu'il est avéré qu'à peu près 50% des signalements de drones qui nous remontent aujourd'hui, on arrive à établir la preuve qu'ils ne sont pas avérés. Il y a beaucoup de confusion, et je vous le disais, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de confusion dans les perceptions de drones. Il n'y a rien qui ressemble plus de nuit à un drone qu'à un avion, qu'à un satellite même. Il n'y a rien qui ressemble plus sur un système de jour à un drone qu'à un oiseau. L'écho radar d'un oiseau, c'est à peu près le même que celui d'un drone, même l'écho d'une hélice de climatisation, même l'écho d'une voiture parfois. Donc tout ça, il y a un gros fouillis, il faut arriver à relever ce défi d'identification. On y arrive aujourd'hui avec les systèmes que je vous citais, avec des moyens d'intelligence artificielle aussi qui permettent l'apprentissage dans nos systèmes de qu'est-ce que c'est que le vol d'un oiseau, qu'est-ce que c'est que le battement d'une climatisation, etc. etc. Donc ça, c'est un défi qu'on arrive aujourd'hui à relever, mais qui reste entier et permanent. Classification, qu'est-ce que c'est pour les drones? C'est coller une étiquette au drone que j'ai repéré pour lui dire est-ce que finalement lui c'est un ami, est-ce que c'est un ennemi, est-ce que j'ai un doute à lever? Et là, j'en reviens à la situation aussi des avions. Aujourd'hui, il y a un écosystème très foisonnant des drones. Il y a des centaines et des milliers de drones qui volent aujourd'hui en France par différents opérateurs, étatiques ou non étatiques, dans la parfaite règle de l'art. Et il faut là-dessus être capable de détecter celui qui n'a rien à y faire. D'accord ? Donc aujourd'hui, la SNCF surveille ses voies de chemin de fer. Aujourd'hui, les pompiers en ont en intervention, en surveillance des feux et autres. Les forces de sécurité intérieure également, les armées, bien évidemment, en sont dotées. Et donc, dans tout ce paysage qui s'apparente, encore une fois, à celui que vous aviez tout à l'heure pour les avions, eh bien, l'enjeu, c'est de pouvoir trier le bon grain de livret. Comment on fait? Il y a de la réglementation en amont. D'accord ? On doit se conformer aujourd'hui, quand on fait voler un drone en France, à une réglementation. Donc, premier point, celui qui ne s'y conforme pas, il est déjà un petit peu, je dirais, douteux. Après, il y a le respect d'un certain nombre de procédures. Il y a des couloirs de vol, éventuellement. Il y a des zones interdites de vol. Quand on ne les respecte pas, là aussi, c'est quelque chose de douteux. On enregistre ces drones aujourd'hui. Donc, quand on a face à nous un drone qui ne ressort pas dans une banque de données, là aussi, on a un doute. Et puis, on utilise, je vous le disais, les signalements électroniques et les systèmes d'intelligence artificielle qui nous permettent aussi de détecter des comportements erratiques ou anormaux des drones. Donc tout ça, encore une fois, c'est pour vous dire que c'est la même chose que pour les aéronefs habités. C'est des processus qui sont maîtrisés par l'armée de l'air et de l'espace. C'est pour ça que cette mission, au-delà du fait qu'elle se passe dans la troisième dimension, elle nous revient principalement. Et c'est pour ça qu'on a quand même quelques résultats en la matière. Alors, pardonnez-moi. L'engagement, c'est ce que vous avez tous en tête, hein, mais n'oubliez pas qu'en amont, il y avait tout ce que les 3 points que je viens de vous citer. L'engagement, là, c'est le plus connu. Il y a différentes techniques. Aujourd'hui, tout le monde connaît le brouillage. Il ne faut pas croire que le brouillage est condamné parce que, à terme, les drones ne seront pas brouillables, parce que... Non, il y a beaucoup de travaux sur les brouillages, déjà.
il y a des efficacités de brouillage qui peuvent être largement améliorées. Il y a aussi des modalités d'emploi du brouillage qui sont devant nous et que nous avons développées typiquement, pour vous donner un exemple, depuis 2 ans, à base d'hélicoptères. Le brouillage aéroporté, c'est quelque chose qui marche aujourd'hui très très bien. Quand vous mettez un brouilleur, un fusil brouilleur dans un Fennec de la PPS, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on donne la possibilité à nos opérateurs d'avoir une efficacité très très importante depuis la 3e dimension, parce qu'il n'y a pas de masque. Donc, quand vous brouillez un drone depuis un hélicoptère, ça marche très très bien. Ça, on l'a constaté dans des cas d'usage pendant les Jeux Olympiques, pendant la conférence des Nations Unies sur les océans. Dans plusieurs situations comme celle-ci, aujourd'hui, on sait que ça marche très 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 bien. Et vous le savez, ou pas, mais vous le savez, c'est typiquement la capacité qu'on a mis en place au Danemark le week-end dernier pour appuyer leur dispositif. Alors bien sûr, donc si on sort du brouillage, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut chercher aujourd'hui, et c'est ce qu'on a aussi, à dévier ou à capturer les différents drones. Ça, aujourd'hui, c'est de la capture électronique, c'est pas de la capture physique. On capte le signal de télécommande et on déplace le drone. On le fait retourner là où il était, voire on le fait poser pour pouvoir l'appréhender et appréhender son télépilote, pardon. Et puis bien sûr, in fine, pour faire court, il y a les mesures de destruction. Destruction, il y a les plus classiques, c'est avec du projectile, c'est avec du fusil de chasse, c'est avec de l'artillerie. Différentes armées développent ça sur leurs différents dispositifs, sur les bateaux, sur les VAB, au sein de nos bases aériennes pour la protection. Donc ça, c'est du calibre, tout simplement. Ça marche très très bien, vous le savez, aussi, moyennant un peu des conduits de tir parfois un petit peu adaptés, et surtout à un coût qui est assez intéressant. Et c'est aussi aujourd'hui la mise en œuvre d'armes à énergie dirigée dont nous sommes dotés. Le laser, vous le savez également, on a mis ça en place pendant les Jeux Olympiques. On avait un laser qui était en mesure, avec une efficacité redoutable, une précision surtout redoutable, de percer, de griller un drone en quelques secondes. Et puis, donc, je vous l'indiquais, hein, là, n'oublions pas, in fine, l'intervention sur des moyens plus gros, qui peut être réalisé par le Fennec ou à gauche par un avion de chasse qui va tirer un missile sur un drone. Là, bien évidemment, ça sera sur un drone de taille imposante. Dans tout ça, on a des atouts, on a beaucoup d'atouts. Ça, c'est aussi important de le savoir. Premier point, on est entraîné. On s'entraîne régulièrement. Il n'y a pas maintenant un exercice de mise en œuvre de la force qui ne prend pas en compte le volet de lutte anti-drone dans toutes les armées, dans l'armée de l'air en particulier, qui vient de réaliser Basex la semaine dernière, pour lesquelles il y avait des vignettes de lutte anti-drone permanente. On est entraîné annuellement, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes monte un exercice qui s'appelle XLAD, qui réunit, en prolongeant un petit peu l'action des Jeux Olympiques, qui réunit tous les intervenants de la lutte anti-drone, interministérielle, interarmée, autour de scénarios complexes qu'on a réalisés cette année au Bourget, avec un domaine exploratoire aussi qui nous permet de tester dans des conditions assez réalistes des scénarios pointus, essais de drones, etc., etc. Donc on entretient et on progresse annuellement autour de ces gros exercices, mais aussi, je dirais, dans tous nos exercices. Et puis on mène un certain nombre d'expérimentations notamment le centre d'expertise de l'ARN militaire de Mont-de-Marsan aussi, qui teste tout un tas de solutions. Donc vous voyez, au sein des armées déjà, le domaine foisonne vraiment de partout. On a une pratique aussi, on a vraiment une pratique avérée. Je vous le disais tout à l'heure, quinzaine de DPSA par an. Il n'y a plus aujourd'hui un seul DPSA, dispositif, enfin bulle de sécurité, qui ne comporte pas un volet de lutte anti-drone. Et je dirais même c'est l'inverse. Aujourd'hui, il nous arrive de monter des dispositifs particuliers de sûreté aérienne qui ne comportent que le volet de lutte anti-drone. Donc ça, c'est aussi un point à bien retenir. C'est un domaine auquel on s'exerce. Notre force aussi, c'est le commandement et la conduite. Je redis encore une fois, hein, tous ces systèmes, aussi performants soient-ils, s'ils ne sont pas interconnectés et s'il n'y a pas une chaîne d'engagement bien précise et les moyens pour la mettre en œuvre derrière, ils ne valent rien ou ils ne valent que localement. Notre force, encore une fois, c'est d'être capable d'affecter une menace à un système ou à un autre au moment où il le faut, dans les règles de l'art qui doivent s'appliquer. Donc ça, c'est très, très important aussi, notre maîtrise de ce commandement et de conduite de ces opérations. Et puis, c'est aussi l'interconnexion avec les autres ministères. On a une grande réactivité aussi, ça c'est un atout très, très fort. La mise en place de nos moyens de lutte anti-drone au Danemark,
ce week-end, elle s'est faite en quelques heures. Et typiquement, ça, on peut bien sûr le faire encore plus facilement sur le territoire national. Nos résultats sont là, en tout cas pour le moment. Pendant les Jeux Olympiques, vous le savez, il n'y a eu aucune perturbation venue de la troisième dimension, donc là au sens très très large. Mais en matière de lutte anti-drone, on a très schématiquement environ 400 drones contrevenants qui n'ont pas respecté la réglementation, une centaine qui ont été pris en compte de manière un peu plus énergique, qui allaient jusqu'au brouillage, jusqu'à la saisie du matériel, voire l'interpellation des télépilotes. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'avéré, même si derrière, on n'a pas relevé d'intention foncièrement malveillante. Et puis, moi, je terminerai sur nos atouts. Finalement, c'est vraiment le potentiel de la nation. Le potentiel de la nation, il est quand même considérable. Aujourd'hui, on a des industriels qui sont capables, des gros comme des petits, et là, on parle du domaine de l'innovation. On a quand même aujourd'hui un tissu industriel qui nous permet, qui a toutes les capacités pour réaliser des solutions pertinentes et efficaces en matière de lutte anti-drone. Et ça, c'est un travail conjoint avec la DGA et entre la DGA, les armées, mais aussi les autres ministères, pour trouver des solutions dans des temps assez rapides là-dessus. Et puis, surtout, le potentiel de notre nation, c'est l'intention. C'est l'intention qu'il y a aujourd'hui. Il y a une intention interministérielle. Elle est portée par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale pour accélérer et pour centraliser aussi, encore une fois, cette dimension interministérielle. Aujourd'hui, la lutte anti-drone, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des armées, bien sûr, parce que nous avons des responsabilités spécifiques là-dedans dans le cadre de la défense aérienne. Mais aujourd'hui, il faut que ça devienne une défense collective. Ça, c'était pour le message. Et je dirais les perspectives, quelques éléments de perspective. Très rapidement, les perspectives opérationnelles. On est capable d'augmenter, là je dézoome un petit peu, mais on est capable d'ajuster et de durcir notre posture en quelques heures. D'accord ? On peut renforcer le nombre d'avions en alerte, on peut renforcer le nombre de moyens de lutte anti-drone en alerte, et on est surtout capable de tenir cette posture, parce que vous avez vu qu'un événement drone, potentiellement, il est très fugace, mais il peut se répéter, ou il peut instaurer un doute pendant une durée assez longue. Ça, on est capable de le faire aujourd'hui, et on est capable d'être très réactif. Je vous citais le cas, encore une fois, du Danemark. Voilà. L'autre perspective opérationnelle, c'est d'étendre ce que l'on fait lors des dispositifs particuliers de sûreté aérienne, en termes d'interconnexion des moyens, à quelque chose de permanent, aujourd'hui, avec toutes les infos qui remonteraient à Lyon. Et là, je reboucle avec ce que je vous disais, on cherche ni plus ni moins à avoir la même situation aérienne des drones que nous avons aujourd'hui de la situation aérienne des aéronefs. Il faut qu'à terme, tous les aéroports qui se dotent de moyens, toutes les prisons, etc., toutes ces institutions-là soient connectées au réseau défense pour nous permettre d'avoir beaucoup de profondeur dans les événements drones et d'avoir un suivi continu qui nous permette d'intervenir de manière encore plus pertinente et encore plus réactive que ce qu'on fait aujourd'hui. On appelle ça avoir la RUP, la Recognized UAV Picture, la situation aérienne générale de tous les drones. Ça, c'est les enjeux opérationnels. Capacitaires, c'est l'autre volet des enjeux que porte cette lutte anti-drone. Il y a énormément de développement en cours. Énormément. On travaille sur tous les champs que je vous ai indiqués. La détection aujourd'hui, c'est tourner nos regards vers avoir une portée un peu plus grande que du radar, je dirais classique, du radar impulsion. On cherche à avoir un réseau ou à travailler sur le radar passif, à optimiser ce réseau d'antennes là qui va nous donner des détections permanentes et avec une grande profondeur. On cherche aussi, bien évidemment, on s'intéresse bien évidemment aussi à la détection acoustique. Vous savez qu'en Ukraine, il y a le système Skyfortress qui permet, qui reconnaît le bruit des pales des drones et qui permet de les détecter avec un réseau assez intéressant et assez pertinent. On travaille, je vous le disais, sur les armes à énergie dirigée. Armes à énergie dirigée, on pense bien sûr au laser. On a du laser, on cherche à augmenter sa portée, on cherche à l'optimiser dans plusieurs domaines, sa connexion à notre C2. Et surtout, on travaille sur les armes à les micro-ondes, je dirais. Donc ça, ce sont des systèmes qui permettent de griller, qui envoient une onde et qui permettent, très schématiquement, de griller tous les composants électroniques qui sont à l'intérieur du drone qui est en face. Beaucoup de travaux là-dessus. On croit beaucoup aussi, et ça s'est mis en œuvre en Ukraine, aux drones de percussion, parce que
Ça permet aussi l'agilité, d'avoir une grande agilité face à des drones qui sont pas forcément aussi, qui évolueront pas forcément en ligne droite. Ça permet aussi de bénéficier des progrès de l'intelligence artificielle pour les technologies de guidage. Et puis, ce sont des armes également à moindre coût avec un large panel d'intervention. On peut aller percuter un petit drone, un gros drone, voire même un aéronef si nécessaire, parce que ça peut causer beaucoup de dégâts. On travaille aussi sur la mise en place sur nos avions, typiquement, de moyens qui soient moins coûteux que des missiles pour détruire des drones. Et là, on parle de roquettes, d'accord, clairement. Et puis j'ai cité l'intelligence artificielle, mais encore une fois, il y a des potentialités pour l'usage du drone, mais il y a aussi des potentialités en termes de lutte anti-drone avec l'intelligence artificielle, le guidage, la reconnaissance de comportements anormaux, ça j'en ai parlé.